Ici Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Aujourd'hui à l'émission, on s'intéresse à une série de jeux cultes, des Elder Scrolls, les parchemins anciens, qu'on connaît peut-être davantage avec son dernier épisode dans la série, à ce jour, Skyrim ou The Elder Scrolls Online. Les jeux de rôle ou role-playing game RPG sont nés en voulant adapter Donjons et Dragons sur l'ordinateur. Depuis les premiers essais, une tendance oppose les jeux à monde ouvert et les jeux à scénario linéaire. On explore les tensions autour de ces oppositions entre liberté et narrativité, scénario et monde, récit et simulation, Japon et Occident, console et ordinateur, en s'intéressant à cette série. Depuis Arena, en passant par Daggerfall, Morrowind, Oblivion et Skyrim, on verra les multiples manières dont cette série met en jeu la liberté de s'inventer une vie alternative et sa contribution particulière aux univers Heroic Fantasy. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de La Grande Ludothèque. Je suis assez excité de commencer cette émission sur ce sujet-là. La série Elder Scrolls est une des grandes séries de jeux vidéo, mais peut-être plus particulièrement une grande série de jeux sur ordinateur. Alors, ça occupe une position un peu paradoxale. C'est une série extrêmement influente, très populaire. Le 5e jeu principal dans cette série-là s'appelle Skyrim. Si vous jouez à des jeux vidéo, un peu beaucoup, j'ai envie de dire. Pas passionnément à la folie, mais même juste un peu beaucoup. Vous connaissez Skyrim, c'est sûr. Vous en avez au moins entendu parler si vous n'avez pas joué vous-même. Skyrim est sorti sur à peu près toutes les consoles qui existent, toutes les consoles, les PC, les appareils portatifs. Il a été refait plusieurs fois et tout. C'est de loin le titre le plus populaire de la franchise, de la série. Mais c'est une série beaucoup plus ancienne. Alors, c'est une série qui a été très influente sur la proposition qui est offerte, sur la façon d'approcher qu'est-ce que ça peut être un jeu de rôle sur ordinateur et qui en même temps reste plutôt secondaire quand on la compare à une série comme Final Fantasy, par exemple, dont le nom sera sans doute plus connu du grand public, qui joue peu, un peu, mais pas beaucoup, qui jouent un peu, ou même qui jouent pas du tout, vont avoir entendu parler de Final Fantasy. Donc, il y a cette espèce de paradoxe-là derrière la série Elder Scrolls, surtout son nom au complet. Les gens vont connaître Skyrim, ils savent vaguement que c'est le 5e des Elder Scrolls, mais qu'est-ce que c'est le reste? Aujourd'hui, l'émission va servir à mettre ça sur la table, et je dois dire que moi, je suis un grand fan de cette série-là depuis les années 90. Donc, ça fait longtemps, moi, que je m'intéresse à cet univers-là, à cette série-là, et j'ai hâte de pouvoir partager une portion peut-être de ce qui a fait le succès, la réputation et ce qui rend cette série-là intéressante dans le cadre du jeu vidéo. À l'émission d'aujourd'hui, il y aura aussi une section de réactions et de questions du public qui vont toucher d'autres sujets et une entrevue avec Carl Edwin Michel qui est l'artisan principal derrière les Canadian Game Awards, les prix canadiens du jeu vidéo, dont la saison, les nominations ont été révélées la semaine dernière. J'en ai discuté dans l'épisode de la semaine passée à la Grande Ludothèque. Donc, cette fois-ci, on aura l'occasion d'approfondir un petit peu le mécanisme d'attribution, comment le jury fait son travail et qu'est-ce qu'on peut surveiller et retenir peut-être des 6 années derrière l'histoire de cette cérémonie de remise de prix pour des jeux canadiens. Alors, c'est le programme de l'émission d'aujourd'hui. On va pouvoir avancer chronologiquement dans la série et aborder plusieurs thèmes qui sont au cœur de la série Elder Scrolls, notamment l'idée de liberté, l'idée de faire son choix, de vraiment jouer un rôle, incarner un personnage, s'inventer une vie dans les univers fantastiques qui sont mis en scène dans la série Elder Scrolls. Je vous souhaite une très belle émission. Contexte historique. Pour comprendre la série Elder Scrolls et plusieurs autres jeux de rôle qui sont disponibles sur ordinateur, c'est important de comprendre l'émergence du jeu de rôle original, le grand-père des jeux de rôle, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, tout le monde a entendu ça. Vous l'avez peut-être même vu en action dans la série Stranger Things sur Netflix. Il y a un petit revival là, ces derniers temps. Il y a notamment des gens qui jouent à Donjons et Dragons en ligne qui sont devenus finalement des vedettes d'un show. Regarder des gens jouer à Donjons et Dragons devient un spectacle. C'est le cas du côté anglophone, il y a Critical Role. Il y a différentes personnes de différentes nationalités qui s'enregistrent jouer à un jeu de rôle sur table. Alors, Donjons et Dragons, il faut comprendre d'où ça vient, c'est quoi la promesse et qu'est-ce que ça incarne et quels sont les nœuds de tension qui sont présents déjà dans une proposition comme Donjons et Dragons, parce que c'est ce qu'on va retrouver derrière l'intérêt et l'identité même de la série des Elder Scrolls.
Alors, pour comprendre l'émergence de Donjons et Dragons, eh bien, il y a un livre duquel je pars qui s'appelle Playing at the World. Playing at the World, jouer au monde. Hein? C'est comme l'expression qu'on utilise quand on est des enfants puis qu'on joue aux cow-boys et aux Indiens, qu'on joue aux pompiers, qu'on joue à, ce que vous voulez, aux ninjas, whatever. Ben, on joue au monde. Hein? On joue à s'inventer un monde. Donc, c'est vraiment cette posture-là qui met de l'avant le caractère ludique de s'inventer par un jeu d'imagination une certaine réalité. Et en même temps, le jeu de l'enfant est extrêmement sérieux. Freud disait ça, puis je veux pas, donner trop d'importance à Sigmund Freud, parce que, la psychanalyse, c'est super, c'est cool et tout. Il y a un article, par contre, assez court que Freud a écrit qui parle de la création littéraire et d'où vient l'art du poète. Et il va dire, dans le fond, le poète est comme l'enfant qui joue. Simplement, lui, il joue avec des mots. Et donc, il invente, se fabrique un monde fictionnel qu'il prend très au sérieux. Et dans ce texte-là, donc, qui date du début du 20e siècle, Freud va dire le contraire du jeu n'est pas le sérieux. Le contraire du jeu, c'est la réalité. Car l'enfant qui joue très sérieusement, il investit une grande quantité d'affect dans ce qu'il fait. Quand il joue au soldat ou au pompier, il se donne des règles, il agit selon ces règles-là, il s'invente un monde et il prend ça très au sérieux. Mais tout le temps qu'il joue, il sait qu'il est en train de jouer. Alors, le principe du jeu de rôle, c'est un peu celui-là, c'est de partir des jeux réglés, des jeux qui sont vraiment réglés au quart de tour avec des règles qu'il faut suivre, et en même temps d'utiliser ces règles-là pour nourrir un acte d'imagination, jouer à du faire semblant. Donjons et Dragons, donc, est étudié par John Peterson dans son livre Playing at the World. Il va retracer l'émergence de ce jeu-là en particulier et du genre des jeux de rôle qui vont suivre avec lui. Et le point d'origine principal, c'est les jeux de simulation militaire, qui sont des jeux qui ont une histoire qui remonte au 19e siècle, alors que les armées de Prusse, d'Allemagne, qui vont être naissantes, disons, à ce moment-là, et de toute la région du nord de l'Europe, vont développer cette tradition-là des Kriegspiel, les jeux de guerre. Ça s'écrit K-R-I-E-G, Krieg pour guerre, pour guerrier peut-être. Là. Non, Krieger, c'est guerrier, donc pour guerre. Krieg et Spiel, S-P-I-E-L, donc jeu de guerre, littéralement. Et ces jeux-là sont développés par les officiers militaires pour entraîner les officiers militaires. C'est donc des simulations assez bien développées qu'on utilise pour faire pratiquer nos officiers pour se préparer à des guerres et des combats avec des règles qui prennent en charge comment le vent agit sur les projectiles, comment les déplacements sont faits. Donc, on crée plein de règles pour simuler des combats d'armée. Cette tradition-là des jeux de guerre va se démocratiser à travers la société civile avec beaucoup de jeux de société qui vont être faits à partir de la guerre. Un des célèbres, ça va être Risk, par exemple. Si vous avez déjà joué à Risk, c'est assez simple, vous avez un plateau de jeu, chaque joueur a des armées, on déplace des armées d'un territoire à un territoire ennemi pour l'attaquer, et ce faisant, on lance des dés, puis voilà, c'est celui qui est plus haut sur le dé réussit à battre l'autre, puis si on réussit à prendre un territoire, ben là, on peut y déployer des armées au prochain tour, et ainsi de suite. Risk est une version très, très basic, très, très simple de ça. Il y a des jeux de société dans le même créneau, mais beaucoup plus complexes. Par exemple, Axis and Allies, c'est un jeu qui simule la Deuxième Guerre mondiale dans laquelle les parties peuvent prendre des semaines à être jouées. Il y a toute une panoplie de jeux de guerre comme ça. Les incarnations plus modernes du jeu de guerre comme ça, du jeu de guerre militaire stratégique, vont être les jeux Warhammer. Donc Warhammer, c'est vraiment ça. On achète des figurines avec l'armée des orques, l'armée des elfes, l'armée des humains, bon, tu sais. Puis, on déploie ces différents personnages-là qui sont des figurines de plomb sur une table de jeu, sur un terrain de jeu. Puis là, on a des règles qui disent, telle unité militaire peut se déplacer de 4 pouces quand c'est son tour. Fait que là, tu sors ton galon à mesurer, puis là, hop, tu te déplaces de 4 pouces, puis là, hop, tu fais tes attaques, puis bon. Donc, il y a des règles plus ou moins complexes. À l'époque où les jeux de guerre et de stratégie militaire, les military war games, sont assez populaires, puis là, je mets des guillemets parce que ça n'a jamais été un truc hyper grand public, c'est un truc d'intérêt spécifique et particulier. Un peu comme les hommes qui construisaient des trains électriques dans le garage ou dans le sous-sol, là. On voit un peu ce cliché-là des fois. Les jeux de stratégie militaire, donc, ont été pratiqués dans les années 60 et les années 70 par des jeunes hommes en très grand nombre.
pratiquement en sortant de l'adolescence ou pendant l'adolescence ou lorsqu'ils étaient jeunes adultes. Et c'est des groupes qui se forment autour de cette pratique-là, qui le prennent très au sérieux. Et ces gens-là, donc, vont se réunir et progressivement, ils vont se constituer en groupes d'intérêt particuliers avec des publications, des revues. Par exemple, la revue Strategy First, ou je me souviens pas exactement là, de la chronologie de ces revues-là. Mais donc, il y a des publications qui circulent et qui présentent des nouvelles règles de jeu et qui font des critiques de systèmes de règles qui existent et tout ça. Il y a un groupe autour de Lake Geneva, c'est au Wisconsin, où est-ce que va se tenir un certain Gary Gygax et un Dave Arneson. Ce sera ces deux compères-là, entre autres, qui vont inventer Donjons et Dragons. Donjons et Dragons naît de ce réseau-là, mais la première apparition, on pourrait dire, de Donjons et Dragons pour y arriver, ça passe par des jeux de stratégie militaire qui simulent des batailles du Moyen-Âge. Donc, les batailles du Moyen-Âge vont amener des règles particulières. Si on simule des guerres modernes, ça prend des règles pour des canons, pour des unités fortifiées, des tanks, des affaires comme ça, des chars d'assaut, des balles de fusil, la balistique et tout ça. Si on simule des guerres médiévales, ça prend d'autres règles. Ça prend des règles pour des archers montés, des chevaux. Est-ce que les chevaux peuvent passer dans les forêts, dans les montagnes? À quel point ça réduit leur vitesse? Il y a tout un ensemble de mécaniques comme ça qu'il faut développer. Alors, il y a des règles particulières pour différents types de simulations qu'on va faire. Et une de ces simulations-là qui est faite pour la guerre médiévale, ça va être un ensemble de règles qui s'appelle Chainmail, code de maille. Donc, un des types d'armures armure médiévale, portée par les chevaliers. Donc, Chainmail va être un système de règles fait pour simuler des combats d'armée. Et il y a Gary Gygax qui, lui, tripe sur la fantasy. Et donc, lui, il sort un supplément, des règles de fantasy supplémentaires. Alors, si on veut ajouter un dragon, si on veut ajouter un magicien qui lance une boule de feu sur une armée, ça, c'est un truc qui n'est pas super populaire pour beaucoup de strategy wargamers, qui sont des gens qui disent « Non, nous, là, c'est sérieux, nos trucs. On fait de la grosse simulation historique. Il faut que les règles soient claires. Il faut que ça recrée les combats qui sont arrivés historiquement. » Ces gens-là se documentent sur comment le siège de Constantinople a été résolu, puis ça me prend des règles qui vont bien simuler comment les murs de Constantinople sont impénétrables. Puis, donc, vous voyez un peu les deux points de vue qui s'affrontent entre la simulation rigueur historique, il faut que le monde fonctionne comme sur des roulettes et qu'il soit bien réglé au quart de tour, versus des gens qui aiment bien imaginer des histoires. Et donc prendre des personnages du folklore, de la légende, des dragons, des sorciers, des magiciens, etc. Et comment on intègre ça dans les règles. Fait que là, Gygax, son supplément n'est pas super populaire, mais lui et ses amis, ils aiment bien ça. Et tranquillement, ils vont développer le concept que tu peux avoir une unité qui est un héros spécial, genre Merlin le magicien, un sorcier qui est là. Et donc, jusqu'ici, le centre du jeu de rôle militaire, c'était des unités militaires. Un bataillon de fantassins, par exemple. Une troupe d'archers. Mais là, tout d'un coup, tu as un individu qui a des statistiques pour faire du combat, lancer des boules de feu, puis ça a des effets contre des armées. Donc là, il y a un premier déplacement sur l'esprit du jeu, le centre d'intérêt du jeu. Ce n'est plus tout à fait des armées qui se battent, ça peut devenir des personnages individuels. Donc ça, c'est un premier changement. Deuxième changement, ça va être l'idée que dans certains scénarios urbains ou des scénarios plus complexes que juste deux armées qui s'affrontent, on peut déployer plusieurs combats le long d'une trajectoire narrative, ce qu'on va appeler une campagne. Une campagne militaire, c'est une suite de plusieurs batailles avec des objectifs stratégiques à long terme. Et donc, on va déployer comme ça l'idée qu'on fait une campagne militaire, par exemple l'invasion de Normandie, on va faire tout ça. Pas juste une bataille, mais une séquence de plusieurs batailles avec des conséquences qui se déplacent d'un combat à l'autre, entre des adversaires qui incarnent chacun un rôle différent. Et cette idée-là de faire une campagne, on va l'intégrer à différentes factions qui coexistent autour d'un scénario de combat. Par exemple, dans un scénario de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait avoir le maire de la municipalité qui est sur la route de l'invasion allemande, et lui va devoir décider s'il veut positionner sa municipalité pour collaborer avec les Allemands et les laisser rentrer, ou s'il doit plutôt résister aux Allemands, se faire attaquer d'un côté, voir sa population civile mourir, et en attendant un éventuel renfort des troupes alliées qui débarquent de l'autre côté.
Donc, l'idée qu'on a différents personnages et que ces différents personnages-là agissent à partir de leurs préoccupations individuelles va devenir le creuset à partir duquel on voit émerger la forme que va devenir Donjons et Dragons, c'est-à-dire que on va avoir au départ une carte avec des unités militaires qu'on déplace. On peut, dans le fond, enlever ces unités militaires-là, enlever la carte, les déplacements, 3 pouces par tour, puis là, quand j'attaque, bon, hein. Puis, on reste dans notre imagination et on joue à imaginer des personnages, des héros qui vont partir à l'aventure, comme dans les livres de Tolkien, hein, où il y a des grands guerriers, des sorciers, tout ça, et on va pouvoir vivre nos aventures, puis on va jouer à inventer une histoire, un des joueurs étant l'arbitre et le narrateur. Ça aussi, c'est quelque chose qui venait de l'époque, dès le début des War Games, des Kriegspiel, des jeux de guerre. Il y avait un participant autour de la table qui jouait le rôle d'arbitre. Et donc, il disait, quand un joueur dit, OK, j'envoie mes flèches à telle distance, OK, est-ce que le vent il est fort? Oui, OK, je les envoie un petit peu plus loin. Combien de flèches ont réussi? Est-ce que la manœuvre réussit? Est-ce que les soldats perdent du moral et partent en fuite? Et ainsi de suite. Là, il y avait un arbitre qui tranchait selon un ensemble de règles, d'expériences militaires, de choses comme ça. Donc, la notion d'arbitre était déjà présente dans ces jeux de guerre-là, qui étaient des simulations militaires. On le garde dans Donjons et Dragons, mais non seulement l'arbitre dit si les actions marchent ou pas, selon les règles du jeu, mais l'arbitre est aussi narrateur en même temps. C'est la figure du maître de jeu, la personne qui est là autour de la table et qui raconte l'aventure, qui crée la situation narrative, qui dit « Vous êtes dans une auberge, vous prenez un verre tranquille, tout va bien. » Et tout d'un coup, il y a une dame qui rentre, éplorée, paniquée. Elle se lance au milieu de la salle. Elle dit « Mon mari, aidez-moi s'il vous plaît. » Là, tout le monde se regarde un peu dans l'auberge. Qu'est-ce que vous faites? Et là, chacun des joueurs qui incarnent son personnage vont dire « OK, moi, je suis un voleur fourbe et cruel. Moi, j'attends que quelqu'un se manifeste, puis je vais en profiter pour aller essayer de détrousser les gens qui sont en train de regarder, paniquer la scène. » OK, ça, c'est le voleur fourbe. Le maître de jeu dit « OK, c'est ça que tu vas faire. » Alors là, lui, il va arbitrer ça. Il va appliquer les règles de jeu. Un autre des joueurs ou des joueuses qui incarnent, par exemple, la grande prêtresse qui est là pour la bonté et tout ça, va dire « Oh, un instant, il faut s'occuper d'une personne en détresse. Je vais voir la dame éplorée. » Puis là, on décrit l'action et le maître de jeu réagit, puis bon, fournit les événements. Tous les jeux de rôle vont se passer comme ça. Une des choses intéressantes que John Peterson va livrer dans son livre Playing at the World, il va décrire un peu les différentes étapes qui mènent au développement de Donjons et Dragons, et il va dire, on a tendance à penser que Donjons et Dragons, c'est grosso modo des adaptations de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Mais en réalité, l'inspiration première est peut-être pas Tolkien, parce que oui, on retrouve beaucoup des éléments dans Donjons et Dragons qui viennent du monde de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu. Il y a des elfes, il y a des hobbits, et ainsi de suite. Mais quand on y pense, le programme, ce qui est proposé par Donjons et Dragons, c'est-à-dire d'aller explorer des donjons dans lesquels on va trouver des trésors, puis on va se battre contre des créatures infernales et tout ça, c'est quand même pas super évident d'où ça vient cette idée-là. Parce que dans une simulation médiévale qui serait authentique, qui reprendrait vraiment comment le Moyen-Âge a fonctionné pour vrai sur la planète Terre, là, entre guillemets, dans les châteaux, le donjon, c'est l'endroit fortifié où est-ce que le régent est gardé en sécurité. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait des souterrains avec plein de passages secrets puis des créatures démoniaques qui traîneraient en dessous du château du roi? Ça fait comme aucun sens. C'est là que se révèle l'inspiration qui est peut-être majoritaire, plus importante que Tolkien, Conan le Barbare. Conan le Barbare, qui a été un film dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger, mais qui est en fait un personnage de bande dessinée et qui, avant d'avoir les bandes dessinées, était un personnage de nouvelles littéraires. Des nouvelles littéraires qui étaient publiées dans une revue qui s'appelait Weird Tales, qui présentait des histoires de science-fiction, de fantasy, de fiction étrange. Hein, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire. Et Robert Howard, qui était l'auteur de Conan le Barbare, avait écrit notamment une nouvelle en particulier, Le Jour du Dragon. Et dans cette l'heure du dragon, je pense c'est plutôt ça, The Hour of the Dragon.
Et donc, dans cette nouvelle-là, il faut que Conan le Barbare aille sauver une princesse, une magicienne, une sorcière, je ne sais plus trop, qui est captive dans une tour. Donc, il rentre dans la tour, il va libérer la prisonnière, et pour s'enfuir, ben, il y a un sorcier qui a bloqué le passage ou qui jette un sortilège, je me souviens pas exactement. Et donc, ils sont obligés de descendre, et sous le château maudit du sorcier, ben, il y a des cavernes qui sont ouvertes directement, qui mènent directement jusqu'en enfer. Et là, Conan se sauve avec la princesse à travers les couloirs, puis là, il tue des créatures monstrueuses, puis il trouve des objets magiques, puis bon, des choses comme ça. Et c'est un peu là-dedans qu'on trouverait l'inspiration qui mène à Donjons et Dragons, plus que chez Tolkien. Mais dans tous les cas, c'est l'idée vraiment de la simulation militaire avec des règles très strictes qui sont là pour simuler tout un monde et en même temps le goût de l'aventure, des aventures héroïques menées par des héros, que ce soit des héros chez Tolkien ou des héros comme Conan dans Conan le Barbare. L'appel de l'aventure, le scénario, l'intrigue, le prétexte à aller tuer des monstres, ramasser des trésors, accomplir des objectifs, donc une trame narrative forte. Cette double tension-là, c'est ce qui va devenir à l'origine de la formule du jeu de rôle. Le maître de jeu pense à un scénario, il veut soumettre ses joueurs, ses joueuses dans un scénario pour que finalement ils aient des choses à faire puis qu'ils vivent une histoire, mais en même temps les joueurs et les joueuses ont la liberté de pouvoir agir comme ils veulent, comme leur personnage agirait dans la situation ou dans le contexte. Et donc, parfois, il y a des tensions entre « on dirait bien que le maître de jeu voudrait que je fasse ceci, cela pour qu'il se passe de quoi, mais moi, j'ai peut-être une nouvelle stratégie à laquelle il n'a pas pensé, pour laquelle il n'a pas préparé de défense ou de manière de réagir. » Et là, il faut s'ajuster, parce que les règles de jeu sont faites pour permettre n'importe quelle action. J'ai pas de limite sur ce que je peux faire, je peux inventer n'importe quoi. Et à partir de là, ben, cette liberté-là doit être gérée, doit être intégrée dans les développements narratifs d'un récit, parce qu'on reste toujours avec l'attente quand même de vivre des affaires le fun et pas de tourner en rond dans la forêt en donnant des coups d'épée à tous les dragons qui se pointent à toutes les 3 cases. Je fais un exemple un peu grossier. Donc, cette tension-là entre réalisme de la simulation et trame narrative bien forte et bien déployée va se manifester dans les jeux de rôle. Et la série Elder Scrolls va, elle, se positionner davantage du côté du réalisme de la simulation. Elle est plus fidèle à quelque part aux racines premières qu'ont été Donjons et Dragons. C'est une des trajectoires que la série va explorer. Alors, on va se pencher sur les 2 premiers jeux qui sont sortis. Alors, cette série de jeux-là commence en 1994 avec un jeu qui va s'appeler The Elder Scrolls Arena, l'Arène. Et la suite viendra assez rapidement après avec The Elder Scrolls 2, Daggerfall, qui est le nom d'une des provinces qu'on va rencontrer dans ce monde fictionnel-là. Donc, 94-96, ce sont les 2 premiers jeux de la série. Ils seront suivis rapidement en 97 par un jeu qui s'appelle Battlespire et en 98, The Elder Scrolls Adventures Redguard. Ces 2 jeux-là sont comme des spin-offs, on va dire des essais. Ce sont pas des jeux principaux dans la série. C'est pas Elder Scrolls 3 ou 4 ou whatever. Donc, j'en parlerai pas tellement. C'est des essais de faire des jeux davantage orientés vers l'action, vers le... Bon, et tout ça. Ça a pas très bien fonctionné pour toutes sortes de raisons. On va se concentrer dans un premier temps sur The Elder Scrolls Arena 1994. Ça sort sur ordinateur, donc c'est un jeu PC. Donc, évidemment, le marché du jeu sur ordinateur, à l'époque, est beaucoup plus petit. C'est vraiment une niche, là. Il faut être des ultra geeks. Donc, le bassin des nerds et des geeks qui trippent sur la fantasy, qui trippent sur notamment Tolkien, mais tout ce qui est médiéval, fantastique aussi, c'est une niche de geek et on est vraiment dans les débuts de la culture geek à ce moment-là. En 1994, quand sort The Elder Scrolls Arena, l'idée c'est vraiment de simuler un monde de jeu au complet. Alors on n'est pas dans un petit univers qui est fait comme si c'était un microcosme d'un grand univers, on est dans un environnement massif. L'ambition de ce jeu-là est complètement démesurée. C'est un jeu dans lequel on peut explorer le continent, le monde fictionnel de Tamriel, qui est divisé en 10 provinces. Je dis 10, là, c'est peut-être 9, là. Je me souviens pas si à l'époque ils étaient déjà rendus à 10, en tout cas, peu importe. Et l'immensité de cet univers-là, 6 500 000 kilomètres carrés. Je vous laisse une seconde pour vous imaginer qu'est-ce que ça représente. 6 millions de kilomètres carrés. Ben, vous comprenez bien que ça n'a comme pas d'allure, là, puis qu'il doit avoir une explication rationnelle derrière tout ça. C'est 6 millions de kilomètres carrés qui sont fabriqués de manière procédurale.
Alors ça va caractériser les 2 premiers jeux de la série, Arena et Daggerfall aussi. La génération procédurale, qu'est-ce que c'est? Ben, plutôt que de fabriquer à la main un environnement dans lequel je décide de mettre ici un buisson, ici un arbuste, d'ici je vais mettre 2 arbres un à côté de l'autre, ok, là, je vais faire un petit chemin de pierre, il va y avoir un gobelin ici, un coffre là. Ça, c'est tout du contenu fait main, fait à la main. Au lieu de faire ça avec la génération procédurale, on va créer des règles, des procédures pour que l'ordinateur utilise ces procédures-là pour générer des environnements. Donc, au lieu de créer à la main différentes sortes d'environnements, je vais créer des règles qui vont dire, OK, il y a des tuiles d'environnement qui s'appellent des forêts. Une forêt, c'est quoi? Il y a des arbres sur au moins 60% du territoire. Il ne peut pas y avoir un arbre par-dessus un lac ou un cours d'eau. Il ne peut pas y avoir un arbre par-dessus un chemin. Tu vas me générer un chemin selon le point d'entrée et le point de sortie de la tuile. Si vous avez déjà joué au jeu de table Carcassonne, c'est le même principe. Vous pigez une tuile, vous collez votre tuile sur celle qui existe déjà, puis ça crée un monde cohérent. C'est ce qui se passe dans Arena. Vous pouvez vous promener dehors et marcher des kilomètres, entre guillemets, mais ces kilomètres-là sont une séquence de tuiles qui est générée avec des variations aléatoires à l'intérieur selon les règles, selon les procédures qui ont été déterminées pour créer des tuiles de chemin, des tuiles de forêt, des tuiles de collines, des tuiles de montagne, des tuiles de lac, et ainsi de suite. Donc là, vous commencez à comprendre que, OK, 6 millions de kilomètres, il y a combien de vrais kilomètres, faits à la main vraiment intéressants sur ces 6 millions de kilomètres-là? C'est un peu ça le problème de la génération procédurale. Ceci dit, l'ampleur est quand même assez remarquable parce qu'il y a ces millions de kilomètres-là et il y a aussi des villes qu'on peut explorer. Et dans les villes, il y a plein de bâtiments, vraiment beaucoup de bâtiments. Vous savez, dans beaucoup de jeux de rôle comme des premiers temps, dans les années 80-90, pensons à Final Fantasy par exemple. Vous rentrez dans une ville, il y a genre 7 bâtisses. L'auberge, le magasin d'armes, le magasin d'armure, le magasin de potions, la bibliothèque où vous pouvez apprendre des sorts de magie blanche, la maison de un personnage non-joueur que ça donne qui va être important pour l'intrigue. Il faut que tu rentres là puis que tu lui parles, puis là, il va te dire que sa fille est disparue, puis là, il va te donner une quête. Puis, il y a rien de superflu, là. La ville au complet, c'est 7 bâtisses qui sont toutes importantes pour toi, pour ta partie. Ça, c'est exactement une manière d'illustrer le conflit entre la narration, le scénario et la simulation d'un monde. Vous comprenez bien que dans un jeu comme Final Fantasy, quand tu as une ville avec 7 bâtisses qui sont toutes importantes pour le récit, c'est pas vraiment une ville, c'est juste un prétexte pour faire avancer mon histoire dans une ville. Dans Elder Scrolls Arena, la ville va avoir des dizaines de bâtiments, sinon des centaines pour des grandes villes, et il y a plein de maisons là-dedans qui sont des maisons de personnages non-joueurs qui sont juste là. Tu sais, il n'y a pas de raison d'y aller, mais si tu veux y aller, tu peux rentrer dans toutes ces maisons-là, puis parler aux gens. Puis n'importe quel citoyen que tu croises sur la rue, il y a des centaines de personnes qui se promènent n'importe comment sur la rue, tu peux leur parler. Alors, c'est la trajectoire qui va être prise par Arena et qui va être prise aussi par Daggerfall, où la génération procédurale s'applique à tout. C'est-à-dire que c'est pas juste les tuiles dehors de l'environnement qui sont générées selon des procédures. On crée aussi des procédures pour générer des maisons, générer des commerces, générer des villes, des villages, générer des donjons. Donc, et non seulement ça, mais générer des quêtes. Donc, n'importe quel citoyen peut dire « J'ai besoin de quelqu'un pour aller chercher un item X dans un endroit Y en temps de jour, sinon et je vais te donner telle récompense. » Donc, le système génère un monde complet avec toutes les facettes du monde. Donc, c'est des jeux immenses. C'est vraiment des mondes simulés. Et dès le départ, dans le manuel d'instruction des jeux, dans la publicité qu'ils vont faire sur les boîtes, on va vraiment cadrer le discours de la proposition du jeu en disant « Voici des jeux dans lesquels vous créez votre personnage et vous vivez votre vie à vous. Le monde ne tourne pas autour de vous. Vous êtes capable de prendre vos décisions, décider de faire des quêtes ou pas. Vous pouvez vous joindre à la guilde des guerriers, la guilde des mages, la guilde des voleurs. Vous pouvez vous joindre à un temple, un des ordres religieux pour les différents dieux du panthéon fictionnel de ce monde-là, faire des missions pour cette église-là, monter dans les rangs, devenir un personnage important pour ça. Il y a vraiment énormément de liberté qui vous est donnée, puis c'est même la promesse du jeu. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la quête principale. Même que dans Daggerfall, en particulier, la quête principale vous est offerte par une lettre qui va être déposée dans votre sac
une vingtaine de jours après que vous ayez commencé l'aventure. Et vous trouvez cette lettre-là qui est écrite par une personne mystérieuse, mais qu'on comprend qui est liée à la royauté locale et qui dit « Je sais pourquoi vous êtes ici, j'ai de l'information privilégiée, je vais être dans telle taverne, dans telle ville, dans tel duché, à partir de telle date, et je vais être là pendant 30 jours. Venez me rencontrer et je vais pouvoir vous donner l'information qu'il faut pour mener votre mission à bien. » Et pour vrai, la personne va être dans cette auberge-là pendant 30 jours. Et si tu es rendu à l'autre bout de la province, tu es en train de faire une autre quête, tu te promènes à cheval, puis entre deux villes, ça te dit que ça va prendre 6 jours de cheval pour te rendre de la ville A à la ville B. Fait que là, tu payes sur OK, fast travel, puis là, hop, les jours descendent, puis là, tu passes. Si tu te fais arrêter, puis tu te fais jeter en prison, puis que tu es condamné à passer 50 jours en prison parce que tu as fait un crime mineur, ben, pour n'importe laquelle de ces raisons, si tu rates la fenêtre des 30 jours dans laquelle cette dame-là va être à cette taverne-là, dans cette ville-là, tu rates la quête principale. Tu ne pourras pas la faire. Elle a quitté, elle a trouvé un autre aventurier pour faire la job, et c'est tout. Tu es passé à côté de la quête principale et c'est terminé. Donc, vous voyez un peu le niveau de simulation qu'il y a et l'idée que, écoute, le monde existe, toi, tu es présent dans le monde, tu fais tes décisions, puis si tu n'as pas le goût de la faire, la quête, moi, ça me dérange pas. C'est ton jeu, c'est ta vie, c'est ton aventure, vas-y. Donc, il y a un niveau de liberté énorme qui est laissé. Puis là, bon, je vous ai donné un bref aperçu là, en vous parlant de tu peux te faire arrêter, te faire mettre en prison. Écoutez, c'est difficile de décrire rapidement comment ces jeux-là fonctionnent. Je peux vous dire à tout le moins que ce sont des jeux à la première personne, donc on est en vue subjective, on avance. Le monde est en pseudo 3D. Je dis pseudo 3D parce qu'à l'époque, les ordinateurs n'ont pas des cartes graphiques assez puissantes pour calculer de la 3D polygonale en temps réel avec de l'éclairage dynamique et tout ça. Donc, essentiellement, on place des tuiles planes sur lesquelles on place des textures bidimensionnelles 2D et puis l'environnement réagit à peu près correctement et les personnages qu'on rencontre, les objets qu'on voit devant nous sont comme ce qu'on appelle des billboards, comme des papiers peints, des personnages en carton qu'on met dans une boutique, par exemple. Là, vous arrivez dans une boutique ou au cinéma, puis là, vous voyez un acteur qui est là, mais là, vous vous rendez compte que c'est pas le vrai acteur, c'est juste un genre de cardboard cut-out, là, donc une découpe là, du personnage qui est montré là sur pied. Ben, c'est exactement ça avec tous les personnages qui sont là. C'est des images 2D qui nous font face, puis bon, voilà. Fait que le monde est énorme, malgré tout. Et puis, on peut se déplacer là-dedans. Notre personnage a de la vie, donc des points de vie, de la magie, des points de mana pour faire de la magie, si vous avez les compétences qui vous permettent de faire de la magie, et une barre d'endurance, qui est l'énergie disponible pour courir, pour frapper, sauter, des choses comme ça. Alors, on essaie de gérer ces paramètres-là, et puis, il y a beaucoup, beaucoup de règles sociales qui vont être simulées aussi. Donc, quand on est dans une ville, si on sort une arme puis qu'on parle aux gens, ben les gens vont avoir une mauvaise impression de nous, ils vont avoir peur, ils ne voudront pas nous parler. Et donc, il y a un système de réputation qui fait que les gens vont être amenés à se confier à nous donner de l'information qu'on leur demande, ou au contraire à être réticents et méfiants, qui va dépendre de quelle race tu es et de quelle race eux ils sont. Dans le monde des Elder Scrolls, il y a une dizaine de races qui existent. Ça va des orques, des argoniens, qui sont comme des hommes lézards et des femmes lézards. Il y a les elfes noirs, qui sont un peuple très, très distinct des hauts elfes, les high elves, qui, eux, sont davantage les elfes tolkieniens, magiques et tout ça. Il y a aussi des elfes des forêts, qui sont davantage comme un peuple qui vit dans la forêt et dans la nature et tout ça, qui sont plus petits, qui favorisent davantage les arcs. Il va y avoir les Redguard, qui sont comme des personnages, on pourrait dire afro-descendants, qui sont de la région de High Rock, dans mon souvenir, qui est un désert. Donc, c'est un peu le feeling Afrique du Nord, Afrique subsaharienne parfois, un peu mélangé. C'est un univers de fantasy, mais comme tous les univers de fantasy, ça reprend des deux. Pardon, cette province-là s'appelle Hammerfell. High Rock, c'est plutôt une province où vivent les Bretons, qui sont davantage des humains de petite taille, qui sont très, très doués pour la magie. Et il va y avoir comme ça, Skyrim, ça c'est davantage des Scandinaves qui vivent dans le Nord et tout ça.
Donc, il y a différentes races de personnages comme ça, et ça va influencer. Donc, ma race, la race de la personne à qui je parle, influence ça. Ma position aussi, si je suis bien vu par la guilde des marchands, ben là, je suis plus lié à l'aristocratie. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact négatif. Puis là, je vais devoir utiliser mes compétences de charme, de persuasion pour amener les gens à se confier à moi puis à coopérer. Puis ça, c'est juste pour la dimension sociale. Si je dors dehors dans une ville, je vais avoir une amende parce que j'ai brisé la loi. Donc, il faut que je trouve une chambre dans une auberge. Si je décide de frapper quelqu'un, tuer quelqu'un, voler quelqu'un, ou je rentre chez le marchand, puis là, il y a les biens qui sont sur les étagères, ben, je peux essayer de les voler, les biens sur les étagères. Je peux faire de la magie pour me rendre invisible, pour m'aider à voler, par exemple. Mais si je me fais avoir, ben là, on me dénonce, les gardes me courent après, ils vont me dire que je suis en état d'arrestation. Si je peux résister, éventuellement, ils vont finir par me tuer, à moins que je réussisse à me sauver. Et quand je fais ça, ben là, j'ai ma tête est mise à prix, j'ai un bounty, donc il va falloir que j'évite la loi, ou que je me joigne à la guilde des voleurs puis que je réussisse à payer pour faire nettoyer mon nom. Sinon, je me fais arrêter, puis je me fais amener devant le juge. Je peux essayer de mentir, je peux essayer d'argumenter, je peux avouer mes crimes. Là, ça va me donne une peine. Si je passe plusieurs jours en prison à cause de ça, quand je vais sortir de prison, mes statistiques vont avoir diminué. Je vais avoir perdu des points de force, je vais avoir perdu de l'habileté avec mes compétences. Donc, vous voyez un petit peu, là, ça, c'est un aperçu de quelques-uns des systèmes. Dans Daggerfall, il y a tout un système de banque où est-ce que je peux aller souscrire un prêt à une banque que je dois rembourser avec un taux d'intérêt. Et grâce à ça, je peux m'acheter une maison, m'acheter un cheval, m'acheter un bateau pour naviguer sur l'eau. Donc, il y a énormément de complexité dans ce jeu-là. Et à travers tout ça, ben, c'est à moi de m'inventer mes aventures, de prendre des risques avec mon personnage et de suivre la quête principale ou de décider de suivre d'autres quêtes. Donc, le degré de liberté qui m'est donné, évidemment, il est permis parce que, justement, il y a cette simulation très complexe de beaucoup de règles autour. Et quand on rentre la magie là-dedans, dans Daggerfall, on peut créer nos propres sorts. Donc, je peux m'inventer un sortilège qui me permet de voler pendant 2 secondes. Vu que c'est juste 2 secondes, c'est pas trop exigeant à lancer ce sort-là. Et ça peut me permettre de facilement monter sur les toits ou gravir le mur, par exemple, autour d'une ville pour y entrer la nuit, alors que normalement, on n'est pas supposé pouvoir. Donc, il y a toutes sortes de manipulations comme ça qu'on peut faire et qu'on va apprendre à faire en utilisant cette liberté-là qui nous est donnée. Les questions du public. L'auditeur Viande Poule demande « Qu'est-ce qui explique qu'un jeu comme Grand Theft Auto 6 puisse coûter 2 milliards à produire? » C'est une excellente question. Elle s'explique par une foule de facteurs que je ne pourrais pas avancer parce que j'ai pas évidemment le détail de la production. Mais essentiellement, il faut comprendre que 80-90% des dépenses encourues pour développer un jeu vidéo, c'est la masse salariale. Il fut un temps où il fallait payer des moteurs de jeux super chers, des postes informatiques qui coûtaient des fortunes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les outils sont très démocratisés, mais évidemment, les grandes entreprises qui développent des gros projets, comme évidemment Grand Theft Auto, vont développer leurs propres outils intermédiaires ou internes. Le temps est essentiellement du salaire. Combien de gens travaillent sur un jeu comme Grand Theft Auto 6? C'est difficile à répondre parce qu'il y a différentes phases dans un projet. Dans les phases initiales, on est en design, on lance des idées, on a une petite équipe. L'équipe explose en taille quand on rentre en phase de production. Dépendamment des projets, les phases sont plus ou moins ordonnées en séquence, plus ou moins longues et ainsi de suite. Mais essentiellement, on gonfle le nombre de personnes qui travaillent parce que là, ça ne prend plus juste des designers, quelques artistes et tout ça. Ça prend beaucoup d'artistes modélisation, animation 3D, texture, éclairage, environnement, cinématique, etc. Les départements grossissent vraiment exponentiellement. On peut avoir jusqu'à 1000 personnes qui travaillent, parfois même au-delà de 1000 personnes qui travaillent. Mais là, c'est pas tout le monde qui travaille à temps plein. C'est pas tout le monde qui travaille à temps plein qui va travailler à temps plein là-dessus pendant un an complet. Parfois, ça va être des contrats rotatifs de certaines périodes. Donc, la masse salariale compte pour beaucoup. Ensuite, le budget de promotion et de marketing est très important dans le cas des jeux de Rockstar. Quand Grand Theft Auto 5 était sorti, il y avait des publicités sur les autobus à Montréal puis dans le métro. C'est rare qu'on voit ça pour le déploiement d'un jeu vidéo. Donc, évidemment, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars de budget de marketing qui viennent s'ajouter dans ces frais-là. Dans un jeu comme Grand Theft Auto 6, c'est beaucoup d'années de développement. Ça fait quoi, 12 ans, 13 ans, 14 ans? Je n'ai pas regardé récemment. Mais donc, c'est énormément d'argent, mais il faut mettre ça dans la balance. Quand Grand Theft Auto 5 est sorti, ils ont fait 800 millions de revenus la première journée.
Alors, bon, c'est des gros investissements. Le retour sur l'investissement peut être au rendez-vous, mais évidemment, le risque est tellement élevé que s'il fallait que Grand Theft Auto 6 soit un flop ou soit juste moyen et que les gens préfèrent attendre qu'il baisse de prix avant de l'acheter, ben il y a beaucoup de cette marge de profit-là qui va disparaître, fondre comme neige au soleil et on va être obligé de mettre la clé dans la porte si ça floppe. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment paniquant dans ces modèles d'affaires-là. Donc, voilà, qu'est-ce qui peut expliquer le budget d'un jeu comme ça? L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les budgets de jeux vidéo ont complètement explosé au fil des années. Ça n'augmente pas de façon linéaire, mais plutôt exponentielle. Donc, si vous regardez les courbes, là, on pouvait développer un jeu dans les années 90 avec une équipe d'une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. On a augmenté ça à une centaine de personnes dans les années 2000. Et maintenant, on est à plusieurs centaines, sinon un millier de personnes. Donc, c'est vraiment des évolutions du modèle. C'est ce genre de situation-là qui fait que le jeu AAA est en crise. Parce que quand Grand Theft Auto 6 sort, tous les projets d'ampleur AAA qui sont en développement depuis des années sur lesquels le développeur mise la survie de son studio doivent tous être annulés, sinon on va faire banqueroute parce qu'on peut pas compétitionner contre un mastodonte comme ça. Fait que voilà pour la première heure Elder Scrolls. On a couvert dans la première heure les origines de cette série-là avec Daggerfall et dans un premier temps Arena et les univers générés de manière procédurale. On va se tourner vers les évolutions des années 2000 dans cette série-là. Morrowind, Oblivion et Skyrim, beaucoup plus connus, qui ont eu un succès majeur. Mais dans un premier temps, on va se tourner vers les prix du jeu canadien, les Canadian Game Awards. Entrevue. Alors, nous avons pour une entrevue Carl-Edwin Michel, qui est un peu l'artisan principal derrière les Canadian Game Awards. Je ne sais pas si c'est une bonne manière de le présenter. Bonjour Carl-Edwin. Bonjour Dominique. Oui, les prix du jeu canadien, Canadian Game Awards, oui. Donc, les prix du jeu canadien, c'est un peu ton initiative, ça, non? Oui, mon initiative, en fait, ça remonte de loin. J'ai été contacté à l'époque, ça s'appelait le Canadian Video Game Awards. En 2014, j'ai été engagé comme producteur de l'événement. Je l'ai fait en 2014, en 2015 et en 2016. Et malheureusement, en 2016, l'entreprise a fermé ses portes. Donc ça a arrêté. Et j'ai été contacté à plusieurs reprises à travers les années. Des gens me disaient, tu avais fait une bonne job, tu devrais ramener les Canadian Video Game Awards à l'époque. Puis, on a fait le saut en 2020. En fait, en 2019, on a décidé de le ramener pour 2020. On était supposé de faire ça en mars 2020. Je sais pas si tu te rappelles ce qui s'est passé en mars 2020. Le 13 mars 2020, c'est le début de la fermeture de tout au Québec. Exactement, à travers le monde d'ailleurs. Donc, ça a été toute une péripétie. Et bon, ben c'est ça. Fait qu'on a arrêté. On a préenregistré le show en 2020, en 2021, 2022. En 2023, on l'a ramené en mode hybride. Là, les gens commençaient à être un petit peu plus confortables, à l'aise, etc. Fait qu'on a dit, on va faire une partie des gens en salle, une autre partie à la maison. Puis finalement, ça n'a pas trop fonctionné comme on voulait. En 2024, on a pris une pause. Et en 2025, l'année dernière, c'était notre premier événement en personne au TIFF Lightbox à Toronto, au centre-ville. Et ça a été un grand succès malgré cette journée-là. C'était au mois de février. Il y avait une tempête de neige. C'était incroyable. Pour Toronto, c'est rare. Il y avait 30 cm de neige qui était tombée. C'était assez extraordinaire. Mais ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de monde. Puis on s'est dit, on continue. Donc, on est rendu maintenant à notre 6e édition du Canadian Game Awards maintenant. On a laissé tomber le vidéo. Donc, on est Canadian Game Awards, donc les prix du jeu canadien. Parfait. Puis toi, tu es journaliste en jeux vidéo, en techno ou en jeux vidéo plus précisément. Oui. Je t'écoute régulièrement dans le carnet de Bruno Guglielminetti. Puis, oui. Quelle était ton implication au départ pour qu'on te demande de faire la production du show? Est-ce que tu couvrais déjà l'actualité depuis des années ou c'était quoi ton... Oui.
Très, très bonne question. Très bonne question. En fait, ce qui est arrivé, puis oui, je travaille avec Bruno Guglielminetti et je fais aussi des chroniques techno et jeux vidéo à Radio-Canada. Je suis basé en Ontario aussi, donc je couvre souvent l'actualité d'ici. Mais la raison pourquoi ils m'ont contacté, c'est que je faisais, à l'époque, je produisais beaucoup d'événements pour le monde du jeu vidéo. Je travaillais beaucoup avec des entreprises comme Xbox, PlayStation. J'ai fait des événements de lancement de jeux, de leurs consoles jeux vidéo. À l'époque, c'est la Xbox One, la PlayStation 3. Donc, on me connaissait déjà dans l'industrie comme quelqu'un qui faisait des événements de gaming, en plus d'être chroniqueur. Puis, c'est ça. C'est là qu'on m'a contacté. On m'a dit, à l'époque, les Canadian Video Game Awards étaient dans l'Ouest canadien, à Vancouver. Et ils m'ont demandé... En fait, ils m'ont dit qu'ils amenaient ça vers l'Est, à Toronto et Montréal, et ils m'ont demandé si j'étais intéressé à être le producteur de l'événement. Donc, c'est comme ça que j'ai trempé mes pieds là-dedans. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça a fait un peu de peine quand ça a été cancellé après, mais avec le support de la communauté, on a ramené ça à l'avant-scène. J'ai présenté un peu les catégories dans mon émission la semaine dernière. On regardait un peu les jeux en nomination, les différentes catégories. Puis, moi, j'organise pour les Video Game Awards, là. Je me rappelle même plus du titre, international, là. Okay. Pour les Video Game Awards, j'organise le Grand Pool québécois. Puis donc, les gens font leurs prédictions. Puis là, on essaie de faire la prédiction qui va coller le plus à la réalité et tout ça. Donc, je me suis beaucoup intéressé au mode de nomination, puis comment le jury délibère, puis comment les sélections sont faites dans le cadre des Video Game Awards. Donc, je me demandais pour les prix canadiens, comment ça fonctionne, le processus? Oui, notre processus est semblable un peu, mais on a des différences. Donc, d'ailleurs, on a des juges qui font partie du Canadian Game Awards, qui sont dans le Game Awards aux États-Unis avec Jeff Keighley. Donc, on a vraiment des gens extraordinaires dans notre groupe. On a plus d'une quarantaine de juges. Ce sont soit des journalistes, des gens de l'industrie, des anciens développeurs, des gens qui travaillent dans l'industrie. Donc, on a vraiment une bonne gamme, une bonne variété de gens, de juges, en fait, qui sélectionnent les jeux. Donc, la façon que ça fonctionne de notre côté, on a deux processus, en fait. On a le processus de sélection. Donc, la sélection se fait au mois de novembre, fin novembre. On commence en fait, tout le long de l'année, on accumule les jeux. Là, dès qu'il y a des jeux qui sortent, qu'on sait qu'ils sont canadiens, on les note. Donc, on a une base de données où on note tous les jeux canadiens qui sont sortis pendant l'année. Et là, il y a une sélection qui est faite. Parce qu'évidemment, il y a énormément de jeux qui sortent par année. Et on a seulement 5 nominés par catégorie. Donc, les nominés finaux là, de chaque catégorie, c'est 5 jeux ou 5 personnalités, que ce soit des créateurs de contenu pour cette catégorie-là ou des joueurs e-sports, etc. Parce que nous, on touche les 3 piliers. C'est pour ça que notre trophée, en fait, c'est 3 piliers. Les 3 piliers de jeux vidéo que nous, on décrit comme les créateurs de jeux, les créateurs de contenu, et évidemment le secteur du e-sports. Donc la sélection est faite, et quand la sélection est terminée, qu'on a notre shortlist, si on veut, là à ce moment-là, on a les juges finaux qui débattent. Donc il y a vraiment des rencontres qui sont faites, et c'est là la grande différence entre nous et le Game Awards, où on a vraiment des gens qui se rencontrent, il y a des meetings, ils débattent, on a un Discord où les gens échangent des messages, même quand ils sont en train de jouer à un jeu, ils sont pris à un endroit, ils demandent des trucs pour avancer, parce que nous aussi, ce qui arrive, c'est que quand on a nos nominés, on contacte de façon confidentielle les studios pour leur dire « Hey, en passant, vous êtes nominés. Les nominations seront pas publiques avant 2-3 mois, mais vous êtes nominés. Donc, on a besoin évidemment de vos images, vidéos, etc., mais aussi... on leur demande une clé de jeu pour que les juges puissent jouer, parce que nous, c'est très important que les juges jouent au jeu pour s'assurer que la décision qui est prise soit la bonne. Donc, il y a un débat, il y a des discussions qui sont faites entre les juges, et à la fin, il y a un vote.
et le vote est secret. Donc, chaque juge vote pour les jeux qui pensent qu'ils devraient gagner, etc. Et aussi, on s'assure qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, parce que des fois, ça arrive, s'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie, ils peuvent avoir travaillé peut-être sur un jeu ou avoir collaboré avec un studio. Donc, ces gens-là doivent déclarer leur conflit d'intérêts et doivent s'abstenir au vote à la fin pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, c'est un peu ça notre processus, un processus très rigoureux qui prend beaucoup de temps, mais on veut s'assurer que quand les gens gagnent un trophée, c'est mérité. Oui, ben je trouve ça super intéressant d'entendre ça parce que c'est un peu il y a comme deux approches, mettons, poussées à l'extrême, là. C'est rare qu'on va vraiment utiliser seulement une des approches à son état le plus pur. Mais bon, il y a les approches dans lesquelles, comme les Game Awards font, on envoie des bulletins de nomination à des gens partout sur la planète et ces gens-là nominent et ensuite on récolte, puis là, ben on regarde les jeux qui ont reçu le plus de nominations, puis là on fait un deuxième tour pour faire voter sur les nominés. Puis voilà, le vote est secret, individuel, sans délibération, versus le deuxième modèle où est-ce que là, on a un jury qui s'assoit, qui regarde, qui discute et qui voit justement lequel des jeux en nomination est le plus méritant pendant une certaine période. Puis ensuite, bon, dans votre cas, ça se termine par un vote qui est confidentiel, mais au moins, il y a cette période-là que moi, personnellement, je suis assez partisan de ça comme système. Je sais pas dans le passé, là, je me suis pas amusé à regarder les récipiendaires des dernières années, mais je pense que ça a tendance à éviter la concentration parce que quand les gens font simplement voter dans l'abstrait sans se consulter, ben c'est là qu'on se retrouve avec des rafles où est-ce qu'on a un jeu qui a 60 personnes qui l'ont nominé pour tel prix, puis 42 autres l'ont nominé pour tel autre prix, puis finalement le jeu repart avec tout, tandis qu'il peut y avoir une certaine répartition peut-être plus intéressante parfois quand vraiment c'est quoi l'essence du prix, puis qu'est-ce que ça veut dire le prix du jeu indépendant, ben qu'est-ce qu'on récompense avec ça? On peut au moins mettre ça sur la table et en parler, j'ai l'impression. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Dominique, parce que oui, effectivement, c'est des débats. Puis une chose que je veux mentionner, deux choses en fait que je veux mentionner, c'est qu'on est quand même aussi ouvert les gens peuvent nominer leur jeu. La raison pourquoi qu'on fait ça, c'est qu'on a quand même un formulaire ouvert parce que on peut en manquer malheureusement. Il y a tellement de jeux que des fois on peut en manquer, donc on veut s'assurer d'avoir le plus de jeux possible. Donc le comité de sélection, oui, sélectionne des jeux, mais aussi on a des jeux qui viennent des studios qui appliquent. Donc ça, c'est une chose que je voulais mentionner. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que moi, personnellement, Carl, je ne fais pas partie du comité de sélection ni de jury. Très important parce que je travaille avec des commanditaires, je travaille avec des studios, etc. Donc, pour éviter le conflit d'intérêts, je fais même pas partie des discussions entre les juges. On a deux gestionnaires, deux managers, là, si on veut, qui gèrent le processus de jury. Adjudication process pour s'assurer que ça soit fait dans les règles de l'art. Je trouve que ça c'est très important. Puis pour revenir à ce que tu dis, Dominique, oui, les discussions c'est bien parce que des fois ce qui arrive c'est que on peut avoir un juge qui a peut-être un peu plus d'expérience sur tel type de jeu qu'un autre, puis là les gens peuvent lui dire mais oui, mais voici la raison pourquoi ma logique, pourquoi je trouve que ce jeu-là il fait bien les choses, par exemple dans la bande sonore ou peu importe. Comme ça permet d'ouvrir les horizons des juges puis qu'ils puissent prendre une décision beaucoup plus éclairée. Puis de la même chose, c'est que ça fait qu'il n'y a pas des rafles de genre un jeu parce qu'il est plus populaire, parce que le marketing, il y a un meilleur marketing, tout le monde connaît le jeu. Ben là, il rafle tout parce que c'est le jeu que la plupart des juges connaissent. C'est sûr que ça arrive quand même qu'il y a des jeux qui sont quand même les jeux de l'année, ils raflent 2-3 trophées, ça arrive, effectivement, mais on a quand même une bonne balance. Ah oui, écoute, ça donne vraiment envie de s'y intéresser, puis je me demande si je ferai pas le grand pôle des Canadian Game Awards dans le futur, peut-être. Viens nous rejoindre en tant que juge, ça serait bien. Écoute, j'ai une question, puisque tu parlais des commanditaires, Carl. Est-ce que c'est compliqué de financer un show comme ça? Parce que ça prend toujours de l'argent quand même pour être capable de faire rouler ça, là.
Oui, nous on est chanceux. On va chercher des commanditaires. Oui, effectivement, c'est la meilleure façon de rouler le tout. Et évidemment, on vend des tickets. Donc, on a deux types de tickets. On a des tickets VIP, puis on a des tickets réguliers. Donc, ça nous permet de renflouer un peu les coffres ou plutôt de payer pour produire le show. Mais c'est surtout les commanditaires, parce que nous on a deux choses. On a ce qu'on appelle le showcase. Donc, on a le gala. C'est pas juste un simple gala, c'est qu'on a vraiment aussi une exposition de jeux. Donc les gens peuvent venir jouer à des jeux canadiens, souvent les jeux qui sont nominés. Donc on leur laisse une place pour que les gens qui sont sur place jouent à leurs jeux. Ou d'autres jeux, on a souvent des titres qui sont pas encore sortis. Les gens veulent voir comment les gens trouvent le jeu, etc. Donc, ils payent pour leur place. Donc, ils ont un montant qui est payé pour pouvoir montrer leur jeu. Et là, ça aide aussi, encore une fois, à renflouer les coffres. Et finalement, c'est les fameux commanditaires. Et moi, avec mes connexions, les gens que je connais dans le monde de la technologie, du jeu vidéo, c'est toujours plus facile de contacter ces gens-là puis d'avoir leur support. Tu vois, comme cette année, on a un Best Buy, on a Intel, on a MSI, on a beaucoup de compagnies tech, mais on a aussi des studios de jeux qui, des fois, ne vont pas nécessairement être commanditaires, mais vont appuyer d'une façon différente. Donc, ils vont dire, nous, on va t'acheter 20 billets VIP, par exemple. Donc, puis qui vont peut-être distribuer à leur communauté. Donc, ça, c'est une façon pour eux de supporter le gala. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais oui, c'est vrai que c'est très important. Ça coûte cher, produire un show comme ça. Nous, c'est un show qui est quand même... On n'est pas au niveau du Game Awards aux États-Unis, mais on a quand même une bonne qualité à offrir. Puis c'est un bon spectacle, donc ça prend une bonne équipe derrière tout ça pour produire un bon show. Oui. Et on va suivre ça avec intérêt, puis je vais solliciter les auditeurs et les auditrices à nous envoyer un peu leurs avis sur les différentes catégories. Il y a souvent les prix pour le e-sports. C'est souvent un pilier plus difficile, là. Les gens qui connaissent rien à ça, souvent, c'est plus difficile, là. Mais bon, oui. on prendra les interventions. Peut-être, dernière micro-question, peut-être, pour terminer. Est-ce qu'il y a des discussions sur l'admissibilité des jeux? Qu'est-ce qu'un jeu canadien? Est-ce que c'est un seuil fixe ou est-ce qu'on revient souvent là-dessus parce que des fois on se pose la question? On revient à chaque année, on revient là-dessus. C'est super important. D'ailleurs, cette année, on va célébrer. Je dirais pas tout ce qu'il va y avoir dans le show, mais on va célébrer tous ceux qui font du co-dev parce que c'est de plus en plus populaire dans l'industrie. Surtout au Canada, on a beaucoup de studios qui n'ont pas leur propre IP et qui travaillent sur des projets qui sont américains, européens, etc. Mais c'est un studio qui fait des choses extraordinaires. Donc, comment on célèbre ces studios-là? Là, on parle pas dans ce cas-ci de, mettons, Tribute Games qui travaille sur un jeu de Marvel, parce que Tribute Games font le jeu quand même eux-mêmes. Exactement. C'est considéré carrément comme canadien, parce que le jeu se fait là. Nous, la façon qu'on le décrit, c'est où les décisions sont prises. Right? Donc, si les décisions sont prises au Canada, par exemple, le meilleur exemple, c'est un jeu comme Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadow, c'est Ubisoft Québec, mais le jeu est aussi, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui travaillent sur ce jeu-là. Ouais. Mais le jeu est vraiment un jeu canadien. Donc, c'est un jeu qui est fait au Québec. L'autre exemple, c'est Battlefield 6. Oui. Battlefield, si vous avez remarqué dans les nominations, ils sont nommés dans certaines catégories parce que ça a été fait par l'équipe canadienne, mais ils sont pas nominés pour jeu de l'année. OK, donc on est capable d'aller à l'intérieur du processus de création puis dire le studio est responsable de tel aspect, alors ça, c'est un prix qui pourrait être canadien, OK? Exactement. C'est très important. Nous, on veut célébrer toute la communauté, tous les gens qui travaillent dans l'industrie, ils méritent d'être célébrés. Maintenant, on est quand même dans une réalité où les jeux vidéo, maintenant, surtout les jeux AAA, sont faits un peu partout à travers le monde. On peut pas échapper ça. Donc, ce qui fait, c'est qu'il faut trouver la bonne façon. On a quand même un seuil. Puis, au départ, dans les premières années, on disait ça prenait un certain pourcentage. Là, à un moment donné, c'était comme comment on calcule le pourcentage. C'est compliqué. Donc là, maintenant, on s'est vraiment dit où est la prise de décision?
Où est la... Puis un autre exemple, je pense que ça c'est un très très bon exemple, l'exemple de Star Wars Outlaws l'année dernière a pas été nominé parce que c'est un jeu qui est pas canadien, mais toute la partie capture, les acteurs et tout ça a été fait à Toronto et Montréal. Et la personne qui a gagné comme meilleure performance, c'était Amberly Gonzalez, qui est canadienne, qui a travaillé sur Star Wars Outlaws. Donc, c'est très important pour nous de trouver les bonnes façons de célébrer. Donc, les discussions entre les juges aident à faire ce genre de décisions-là. Wow, quand tu parlais d'un processus rigoureux, je pense qu'on en prend pleinement la mesure avec ces exemples-là. Oui. Ben, merci beaucoup, Carl-Edwin Michel. Puis on va continuer à s'intéresser aux Canadian Game Awards si vous voulez aller voir les jeux en nomination. Et comme je le disais la semaine passée, prendre des billets pour assister si vous êtes dans la région de Toronto. Pourquoi pas? C'est pas si cher. Merci beaucoup d'avoir été à la Grande Ludothèque. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. On poursuit notre discussion sur les jeux de la série Elder Scrolls. Maintenant, on va se déplacer en 2003 avec la sortie du jeu Morrowind. Alors, vous vous rappelez, dans la première heure, quand on en discutait, on avait présenté comment Daggerfall et Arena, le Elder Scrolls 2 et Elder Scrolls 1 original, étaient basés sur la génération procédurale. Eh bien, c'est tout le contraire qu'ils ont fait, finalement, pour créer Morrowind. Là, c'est vraiment un retour à des environnements beaucoup plus petits, mais faits à la main. Le territoire de Arena de 6 500 000 km² avait descendu pour Daggerfall à une des provinces plutôt que le continent au complet. C'était la province de High Rock chez les Bretons qui mesurait à ce moment-là 485 000 km². Et pour Morrowind, on est descendu à 16 km². Donc vous voyez vraiment la différence d'approche entre faire des énormes environnements qui simulent un monde au complet et on va se concentrer, guys, pour faire une île. Donc, Morrowind, ça se passe dans une province, qui est la province de Morrowind, qui est sur l'est du continent, qui est la terre des Elfes Noirs. Les Elfes Noirs, qu'on appelle aussi les Dunmer, dans le langage du monde de Tamriel. C'est un peuple d'elfes, puis là, bon, il y a quand même une historique assez développée, où est-ce qu'on apprend que dans le passé, c'était en fait des hauts elfes, donc des elfes qui venaient des terres de lumière et tout ça, de haute culture et civilisation, beaucoup d'art, etc., qu'ils avaient suivi un prophète qui leur disait qu'ils étaient destinés à une terre promise. Donc, ils ont suivi ce prophète-là. Et la province de Morrowind a une partie sur le continent qu'on n'explorera pas dans le jeu parce que le jeu vidéo Morrowind va se passer sur une île assez grande qui est dans cette province-là, l'île de Vardenfell. Donc, l'île, c'est une destination célèbre pour des jeux vidéo en monde ouvert parce qu'évidemment, ça permet de donner des frontières au monde. C'est-à-dire, tu es sur une île, fait que si tu vas dans l'eau, ben, tu nages dans le vide, puis il n'y a rien. Tu es arrivé au bout du monde. Quand on est sur un continent, ben, il faut comme mettre des murs arbitraires à gauche et à droite pour encadrer les limites de l'univers représenté dans le cadre du jeu. Morrowind, avec ses 16 km² fait à la main, est donc complètement une autre approche que ce qu'on trouvait dans Daggerfall. Et on va être jeté dans le rôle d'un personnage qu'on crée, comme dans tous les autres jeux de la série Elder Scrolls, on crée notre personnage au début de l'aventure. Donc on peut jouer un personnage de n'importe laquelle des races qu'il y a dans cet univers fantastique-là. On peut attribuer une classe ou même créer notre propre classe en donnant des compétences choisies à la main. Donc si je décide de faire un guerrier, ben, je vais avoir des compétences comme épée longue, hache, porter de l'armure lourde, des choses comme ça. Mais je pourrais aussi attribuer moi-même mes compétences en créant mon personnage, donc en faire par exemple un Spellblade, donc une lame épée, un épéiste qui fait des sortilèges. Fait que là, je vais lui donner des écoles de magie, hein, la magie de destruction, la magie de mysticisme, la magie d'altération, qui ont tous leurs sortilèges associés, et en même temps lui donner peut-être, je sais pas moi, des points de compétences en crochetage de serrure, lockpicking, qui vont me permettre d'accéder à des emplacements auxquels je devrais pas nécessairement avoir accès. Et peut-être des compétences avec une épée ou avec un arc et des flèches. Donc, il y a une grande versatilité dans le système de jeu qui nous permet de créer vraiment un personnage à notre mesure. Et dans l'univers de Morrowind, on va être catapulté dans ce monde-là sous la forme, dans le fond, d'une histoire, un scénario de base assez simple. On est un prisonnier qui a été libéré et on est envoyé par bateau sur l'île de Vardenfell. Alors, on ne sait pas pourquoi on a été emprisonné, mais on sait qu'on est libéré sous promesse de rejoindre un groupe d'agents, les Blades, les Lames, qui est un groupe secret qui travaille pour les intérêts de l'empereur. L'empereur qui est basé dans la province impériale de Cyrodiil, au centre du continent. Et au fur et à mesure qu'on
lorsqu'on va se promener dans l'univers, on va commencer à réaliser qu'on est appelé à jouer un rôle politique dans cette société-là. La province de Morrowind a été annexée par l'Empire dans le passé récent. Donc là, l'Empire a délégué son roi, son souverain. Donc un des nobles de ces elfes noirs-là a été rendu le souverain officiel. Mais il y a beaucoup d'elfes noirs qui trouvent que l'Empire a comme pas rapport. C'est comme les Romains, là, puis l'Empire romain vient d'arriver chez nous, mais ils changeront pas nos lois puis nos coutumes pour autant. Donc il y a de la résistance. Il y a des anciennes maisons établies, des factions qui se partageaient le territoire de l'île de Vvardenfell qui sont encore là aujourd'hui. Et donc on va être amené à rejoindre l'une de ces factions-là ou rejoindre l'Empire, officiellement comme membre de la Légion impériale, ou on va continuer de simplement faire des missions comme agent secret placé là pour les Blades. Et au fur et à mesure que l'aventure progresse, on va se rendre compte qu'on est la résurrection d'un ancien héros de guerre mythique, ou peut-être qu'on ne croit pas à ces légendes-là, puis le jeu va vraiment nous permettre de nous positionner par rapport à ça, dire je suis le héros destiné par la prophétie, la réincarnation de Nerevar, l'ancien héros, ou on va dire non, moi je suis un aventurier qui fait son propre chemin, puis mes intérêts sont les miens. Donc il y a une grande complexité dans le positionnement qu'on peut prendre. Ce qui frappe beaucoup dans Morrowind, c'est qu'il n'y a pas de voice acting, c'est-à-dire il y en a un peu. Quand on se promène dehors dans l'environnement, les gens vont nous lancer des répliques en disant « Ah, Outlander, I've heard much about you » ou des choses comme ça, des one-liners, comme on dit, pour capter notre attention. Mais si je pèse sur un bouton pour interagir avec quelqu'un, ben, je rentre dans une fenêtre de conversation où c'est beaucoup du texte écrit sous forme de sujet, et je peux poser une question sur un sujet et le personnage va me répondre, et ça va m'activer d'autres mots-clés. Ce système de dialogue-là est beaucoup plus développé, beaucoup plus complexe que ce qu'on va trouver dans les jeux suivants, dans les jeux comme Oblivion et Skyrim. Parce que chacun des personnages peut avoir beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sujets différents. Et je peux vraiment poser des questions très profondes sur l'historique de cette région de la carte du monde où je suis en ce moment, de ce peuple-là, des activités d'une faction, d'un groupe, et ainsi de suite. C'est là ce qui va faire la force et la signature vraiment des jeux de la série Elder Scrolls, c'est à quel point le monde fictionnel est étendu et comment on a un plaisir à l'explorer. Par exemple, il y a des livres qu'on peut trouver dans l'environnement. Moi, j'ai lu plusieurs livres qui étaient des nouvelles littéraires, des courtes nouvelles de quelques pages qui racontaient une histoire. On peut trouver des traités d'alchimie, on peut trouver de la poésie, on peut trouver un guide touristique pour les différentes cités de la région de Vvardenfell. Donc, il y a toutes sortes de livres comme ça qu'on ramasse. Et si vous vous intéressez à l'immensité du lore, comme on appelle, là, de la connaissance sur cet univers fictionnel-là, vous pouvez aller sur le site web, la Bibliothèque impériale, la Imperial Library, où est-ce que les gens ont numérisé, traduit, mis en forme tous les textes qu'on trouve dans les jeux de la série Elder Scrolls. C'est des milliers de pages de PDF pour prendre en petits morceaux cet univers-là dans toute sa complexité. Aujourd'hui, c'est pas facile de retourner à Morrowind parce que c'est très clunky comme combat, puis on est vraiment dans une charnière. Ça veut être un jeu d'action et RPG en même temps, au sens où il faut que tu performes l'action en direct, mais ça reste encore beaucoup basé sur des systèmes de règles comme Donjon Dragon, où est-ce que j'ai un score d'agilité qui affecte mes chances de toucher avec mon arme, puis l'ennemi a de l'esquive puis de l'armure. Donc, j'ai un ennemi en face de moi, je tape dessus, puis on entend le bruit que mon attaque rate. Hein, parce que c'est comme dans Donjon Dragon, on lance un dé, puis là, ton attaque a raté, désolé, tu n'as pas scoré assez de points, donc tu l'as raté. Puis là, tu frappes. Là, des fois, ça touche, souvent, ça rate. Puis, fait qu'on est vraiment loin de ce qui va être développé plus tard dans Oblivion. À partir de Oblivion, c'est là qu'il y aura une amélioration très très solide au niveau des mécaniques de jeu, et ce qui fait que quand tu frappes, si l'ennemi est à bonne place en face de toi, tu le touches, donc tu lui fais des dégâts plus ou moins grands selon tes scores, selon ta puissance, selon tout ça. Mais il y a une dimension de combat beaucoup plus viscérale dans Oblivion, et c'est encore plus vrai dans Skyrim, tandis que dans Morrowind, on est encore dans l'ancienne époque, j'ai envie de dire, des roulés, des dés qui sont roulés, des statistiques qui gouvernent les actions qu'on fait, même si ça a l'air d'être plus action, plus temps réel. Donc voilà, s'intéresser à Morrowind aujourd'hui, c'est pas nécessairement facile à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir un jour. Des fans de Elder Scrolls, d'ailleurs, se sont réunis autour d'un projet qui s'appelle Skywind, dans lequel on utilise le moteur de jeu de Skyrim pour recréer l'environnement complet de Morrowind.
Donc, on cherche à refaire le jeu Morrowind dans le moteur du jeu Skyrim pour qu'il soit plus actuel, plus beau, plus facile à prendre en main, plus agréable et ainsi de suite. Donc, c'est un méga projet qui a commencé en 2012, je crois, et c'est toujours pas fini. Donc, le modding, c'est quelque chose qui est vraiment très, très fort dans l'univers de la série Elder Scrolls. Il y a des fans, dont un Québécois que j'ai rencontré, mais Cliff Worm, c'est son surnom. Alors, je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais je l'ai rencontré il y a quelques années quand je jouais à Daggerfall en faisant du streaming sur Twitch. Il était débarqué dans le chat, dans le clavardage, puis il parlait des mods qu'il faisait. Lui, c'est un modeur de Daggerfall. Donc, encore aujourd'hui, en 2024, 2025, 2026, il y a des gens qui continuent à faire des mods de Daggerfall pour améliorer le jeu. Et d'ailleurs, Daggerfall est ressorti il n'y a pas si longtemps dans une version qui roule dans Unity. Beaucoup plus facile à télécharger, installer, activer des mods et tout ça. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'expérience de Daggerfall, moi, je l'ai fait il y a quelques années, comme je disais, puis j'ai écrit une série de billets sur mon blog. Vous pouvez donc aller chercher sur dominiquearsenault.com. Vous allez trouver ces articles-là sur comment on joue à Daggerfall aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai retiré dans mon expérience et tout ça. Je ne suis pas retourné dans Morrowind depuis que j'y ai joué en 2003-2004, à peu près, 2005 peut-être. Donc, c'est difficile pour moi d'en parler. Pour moi, c'est un extraordinaire souvenir qui m'a beaucoup habité pendant une période de ma vie où pendant des semaines, des mois, je jouais à Morrowind et c'était l'univers dans lequel j'avais cette deuxième vie-là avec mon personnage et tout. C'est vraiment un jeu qui m'a profondément influencé. J'étais bien content de lire les réactions, d'ailleurs, parmi la communauté de l'Anneau ludique. Si vous voulez participer aux discussions autour de l'émission La Grande Ludothèque, vous pouvez chercher l'Anneau ludique ou suivre les liens sur la page web de l'émission que vous allez trouver sur le site de CISM, ou suivez le lien pour rejoindre le serveur Discord de l'Anneau ludique et vous allez pouvoir comme ça réagir aux épisodes. Quand j'ai annoncé cet épisode-là sur la série Elder Scrolls, c'était en réaction à une demande, une suggestion de sujet. Je pense que c'est Larry qui avait lancé cette idée-là, un épisode sur la série Elder Scrolls. Et il y a eu plusieurs commentaires vraiment intéressants, genre Strange Glitch qui disait « J'ai hâte à l'épisode, j'ai jamais joué, mais j'ai toujours aimé regarder des gens y jouer. » C'est des univers vraiment complexes. Antonin qui disait « J'ai mis énormément d'heures dans Morrowind, Oblivion et Skyrim. » Là, il y a des questions un petit peu plus particulières là, sur le Deep Lore. Là, avec quelle maison? Quel est ton prince des Daedra préféré? Bon, ça, c'est un peu du Deep Lore. Là. On n'aura pas le temps vraiment de rentrer là-dedans maintenant. Et Larry qui disait « Mon seul à date, ça a été Skyrim. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas mal le seul où j'ai décidé de vraiment roleplay tout seul, de jouer le rôle. Genre, je me disais, non, mon bonhomme, il ferait pas ça. Ou le contraire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et Antonin faisait remarquer que le pire, c'est autant RPG que Skyrim c'est, il est genre 2-3 fois moins RPG que Morrowind et Oblivion. Donc la dimension jeu de rôle en a effectivement perdu avec les jeux qui sont venus par la suite, avec Oblivion et Skyrim. En rétrospective. C'est ça qui est assez particulier quand même avec cette série-là. Comme on l'a vu avec l'amplitude qu'on voyait dans Arena et dans Daggerfall, on en a comme perdu en cours de route là. Au fur et à mesure de l'évolution de la série. Le jeu est devenu moins complexe, il y a moins de systèmes qui sont simulés et c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose, là. C'est beaucoup plus accessible. Là. Mais Damon disait Morrowind était révolutionnaire, wow! Oblivion a perfectionné la technologie, Skyrim a eu le marketing et fait l'argent. Alors, bon, c'est des discussions. Ça veut pas dire que tout est vrai là-dedans, mais c'est vraiment intéressant quand même d'avoir ces retours-là. Il y avait Josny aussi qui disait « Je trouve que Morrowind a le plus de charme, de diversité, de possibilités de tous les Elder Scrolls. » Et on l'a dumb down à chaque itération, c'est-à-dire on l'a rendu plus simple, dans le sens négatif du terme, hein, beaucoup plus accessible. Je dois dire que l'environnement de Morrowind est vraiment unique. On est sur une île remplie qui a une dimension un peu marécageuse. C'est des environnements qui ne sont pas les prairies verdoyantes là, qu'on voit dans la campagne idyllique, là, comme dans plusieurs jeux médiévaux fantastiques. C'est rempli de champignons, de lézards, de bébites. Il y a une zone avec des tempêtes de cendres parce qu'il y a un volcan au
centre de l'île. Fait que ça génère des corridors de circulation, dans le fond, à cause des coulées de lave qui tombent de ce volcan-là. Puis ça génère des tempêtes de cendres. Et il y a une ville qui a été construite dans la carapace d'un insecte géant. Après ça, il y a le clan des sorciers qui vivent dans des champignons gigantesques, sans escalier, parce qu'eux, c'est tous des sorciers, fait qu'ils utilisent la magie pour voler, donc ils font pas d'escalier. Tu sais, c'est vraiment particulier et super intéressant au niveau architectural, au niveau des environnements, de la faune, de la flore. C'est vraiment très particulier, vraiment, là, ça vaut la peine de s'y intéresser, vraiment. Sinon, si vous voulez pas vous lancer dans Morrowind, c'est difficile d'accès peut-être en raison des systèmes et de la clunkiness généralisée du jeu, ben vous pouvez y jouer dans le cadre du jeu The Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls Online, qui est le jeu MMO, donc le Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, le MMORPG, qui se passe dans le monde des Elder Scrolls, qui est sorti il y a maintenant plusieurs années, qui est encore actif. Et donc, vous pouvez aller jouer à Elder Scrolls Online et vous promener dans l'environnement au complet. Vous avez le continent et toutes les provinces qui sont là et représentées. Vous pouvez vous promener dans les environnements de la province de Morrowind, y compris l'île de Vardenfell. Donc, c'est quelque chose. Vraiment, un jeu d'une très grande ampleur qui est quand même un assez gros succès. Donc, dans le marché difficile des MMORPG. Donc, c'est peut-être une des choses qu'on surveille le plus, avec évidemment l'annonce de Elder Scrolls 6, qui a été annoncée il y a très longtemps. On sait qu'il est en développement. On sait même pas où est-ce que ça va se passer. Ça n'a pas encore été révélé. Il y a eu un teaser, trailer qui a été montré. Puis je dois dire qu'il y a une communauté Reddit autour de Elder Scrolls 6 qui est assez étrange, drôle, triste à voir. On voit les gens qui spéculent, qui se raccrochent à n'importe quoi, puis qui se font dire oui, continue à t'accrocher à tes rêves, on va le savoir bientôt. Des gens qui postent des sujets en disant j'ai rêvé que ça se passait à High Rock. Je regarde ça, puis je suis comme wow, ok, il se passe des affaires quand même dans cette communauté-là. C'est un peu particulier, on va dire ça comme ça. Maintenant, je reviens sur ce que Damon disait en disant que Oblivion avait perfectionné les mécaniques. Effectivement, l'innovation de Oblivion, qui arrive en 2005, c'est un jeu qui, d'abord, est un des titres attendus pour la Xbox 360, la console de Microsoft. Comme Morrowind était sorti sur la Xbox, en plus de sortir sur PC, ça a été la première aventure des Elder Scrolls dans le monde des consoles. Donc, Oblivion était un des titres vraiment anticipés pour démontrer un peu la puissance, le côté next-gen de la Xbox 360. Quand Oblivion est sorti, ça a vraiment été un impact majeur au niveau de la visibilité de la franchise, de la mise en marché et tout ça. Oblivion a vraiment rendu beaucoup plus concret les mécaniques de combat. Dans Oblivion, la magie se recharge avec le fil du temps. Donc, quand on est un sorcier, on est beaucoup plus versatile. Faire de la magie une fois de temps en temps, c'est une option. Tandis que dans les jeux précédents, la magie, il faut boire des potions, il faut dormir pour la recharger. Donc, c'était vraiment plus comme les magiciens dans Donjons et Dragons, première, deuxième, troisième édition, où est-ce qu'on a un nombre de sorts limité, la magie c'est rare, c'est spécial. Dans Oblivion, c'est beaucoup plus lousse, si je peux dire, dans notre utilisation de la magie. Dans Oblivion, tout est en voice acting, donc la contrainte qui vient avec ça, c'est que les personnages non-joueurs qu'on rencontre dans la rue ont très peu de répliques enregistrées. Et il y a quelques comédiens qui font les voix de, par exemple, tous les elfes noirs ou tous les bretons ou tous les impériaux. Donc, on reconnaît assez rapidement les voix préenregistrées. Il n'y a pas nécessairement l'unicité dans les dialogues qu'on retrouvait dans tous les personnages dans les jeux précédents. Mais ce que Oblivion a apporté, c'est vraiment une dynamique de combat beaucoup plus versatile, beaucoup plus dynamique. L'environnement est encore fait à la main en grande partie, avec quelques endroits qui ont été modélisés par génération procédurale. L'approche va être la même avec Skyrim, qui va, lui, avoir un très, très grand succès commercial. Tout le monde a entendu parler de Skyrim, même les gens qui n'avaient jamais entendu parler de la série Elder Scrolls. C'est un peu le portrait qu'on peut faire de cette série mythique, j'ai envie de dire, de jeux de rôle par ordinateur. Des jeux qui ont toujours mis au centre le principe de la liberté, s'inventer une vie, s'inventer un personnage qui est notre alter ego et avoir la liberté de rôder, d'entreprendre des quêtes, de se donner des objectifs et de vraiment vivre une autre vie dans ces univers-là. J'espère que cette émission vous a peut-être donné le goût de vous intéresser à cette série-là et vous a fait prendre conscience peut-être des racines encore plus profondes de cet univers-là, des Elder Scrolls qu'on peut trouver au-delà de Skyrim et d'Oblivion, les deux jeux récents de l'époque HD. Merci pour votre présence et pour votre écoute. On se dit à la prochaine à la Grande Ludothèque. Restez à l'écoute, c'est le palmarès de CISM.